Merci, on est rentré dans le vif du sujet. Alors, on va aborder, je suis très ravi de t'accueillir, Florence, pour deux raisons. La première, c'est que tu es la seule femme de notre panel, et croyez-moi, on a passé une quinzaine de coups de téléphone, et nos CEO, amis ou membres étaient prises, et les autres pas disponibles. Donc, Florence, bravo, et merci. La deuxième chose, c'est que Jean-Marie Messier l'avait annoncé en son temps. Il sera d'ailleurs à notre prochain club le 22 juin, je crois. On va revenir sur la convergence Telco-Média. Et après, nous aurons une discussion avec Philippe Escande et Alain Veil. Donc, Florence, c'est à toi pour 10 minutes maximum. Merci François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolée, je serai donc l'unique représentante féminine aujourd'hui parmi vous. Donc le retour de la convergence Telco-Média, j'avais envie d'ajouter en sous-titre ou pourquoi ce qui n'a pas marché il y a 15 ans marcherait aujourd'hui. Alors je ne m'attarde pas sur l'échec retentissant de la stratégie de convergence contenu tuyau tel que souhaité par Jean-Marie Messier et qui avait conduit, grâce à la fusion de Vivendi avec sa filiale Canal+, et le Canadien Seagram, à la création du deuxième groupe mondial de communication, avant que le lourd endettement du nouvel ensemble Vivendi Universal ne précipite le départ de son président quelques mois après et ses rêves de convergence avec lui. Alors que je maîtrise la télécommande. Alors, visionnaire ou utopiste, c'est un peu la question qui oppose partisans, détracteurs de Jean-Marie Messier depuis 15 ans. Et s'il est sans doute encore trop tôt pour apporter une réponse définitive à cette épineuse question, force est de constater que le débat revient sur le devant de la scène depuis déjà plusieurs mois, face à la multiplication, comme vous pouvez le voir, des mouvements de plus ou moins grande ampleur qui visent pour l'essentiel à l'intégration de l'amont de la chaîne de valeur audiovisuelle par les acteurs de l'aval de la chaîne, dont en particulier les opérateurs télécoms et les câblo-opérateurs. Les opérateurs sont en effet nombreux à avoir pris position sur les segments de l'édition de services, de production de contenu. J'en veux pour preuve quelques opérations d'envergure dont parlait Yves précédemment, donc comme les rachats successifs de NBC Universal puis de DreamWorks Animation par Comcast, ceux de DirecTV ou Time Warner par AT&T, ou encore de Distribuidora de Televisión Digital, le Canal+ espagnol par Telefónica. Il y a aussi des mouvements souvent moins spectaculaires, mais plus nombreux, qui visent en particulier l'achat ou la création de sociétés de production, l'achat de droits sportifs et ou de droits cinéma, séries, en vue de la création de chaînes ou de services à la demande. Alors, qu'est-ce qui différencie finalement le contexte du début des années 2000 et celui de la fin de la décennie actuelle, qui justifie qu'autant d'acteurs différents se lancent dans une stratégie qui est loin d'avoir fait ses preuves par le passé? Alors, rappelez-vous, en 2000, à quoi ressemblait votre téléphone portable? Je ne vous pose évidemment pas la question de savoir comment était votre tablette à cette époque. Rappelez-vous aussi du débit Internet que vous aviez chez vous. Je n'ose pas vous poser non plus la question sur votre débit Internet en mobilité. Rappelez-vous aussi combien de temps vous passiez par jour sur les services de Catch-up TV ou de SVOD. Combien d'entre vous avaient un compte Facebook ou un compte Twitter en 2000-2001 ? Combien disposaient d'un abonnement IPTV à la même époque? Combien également stockaient leur contenu, photos, audio, vidéo, dans le cloud, afin de pouvoir y accéder n'importe où, n'importe quand, depuis n'importe quel terminal, vous savez, le fameux Atawadak. Vous l'aurez compris, en l'espace de 15 ans, la distribution et la consommation des contenus vidéo a sans doute davantage évolué qu'au cours des 50 années précédentes, parce que les évolutions technologiques ont rendu possible la consommation des contenus vidéo traditionnels sur d'autres supports que le fameux téléviseur, à d'autres moments que celui décidé par une chaîne, dans un autre environnement que celui de son salon, et ont également changé en profondeur les moyens de partager et de commenter les contenus. De plus, si l'environnement dans lequel s'insère cette convergence 2.0 a changé, la forme même de cette convergence change aussi. Ce sont désormais les câblo-opérateurs et les opérateurs télécoms qui sont au centre du jeu. Alors, depuis 2005, la plupart des opérateurs télécoms se sont intéressés à la distribution des bouquets TV afin de valoriser leurs offres au débit fixe
et pour se positionner également face aux câbles opérateurs. Les tentatives d'aller plus loin dans l'intégration de la chaîne de valeur sont cependant restées souvent plus isolées, couronnées plutôt d'échecs, à l'image notamment des tentatives d'Orange ou de Deutsche Telekom de se positionner sur les droits du football national. Alors si la question se repose à présent, c'est que les opérateurs télécoms, comme les câbles opérateurs, font face à une problématique différente. La pénétration d'Internet haut débit est forte et les marges de progression commencent à se réduire. Les offres TV des opérateurs apparaissent assez peu différenciantes finalement, faute de contenu exclusif. Sur certains marchés, la concurrence entre les opérateurs sur les offres d'accès s'est traduite par une guerre des prix se répercutant sur les marges, alors même que les opérateurs doivent investir dans le déploiement de la fibre, dans le déploiement des réseaux 4G. Et de nouveaux concurrents sont apparus dans le domaine de la distribution du contenu, avec le développement des offres OTT, bien sûr. Si une partie de ces offres est également proposée par les distributeurs traditionnels, on retrouve Netflix couramment dans les options des distributeurs, une partie de la consommation échappe aux opérateurs télécoms, alors que ces services sont par ailleurs très fortement consommateurs d'une bande passante qu'ils ne payent pas ou peu. Alors, l'investissement dans les contenus semble apporter une solution à l'ensemble de ces menaces. Le pari ainsi fait par les opérateurs télécoms est que vendre de la fibre ou de la 4G seule n'est pas possible. Communiquer auprès du grand public sur l'efficacité et la rapidité du réseau ne fait sens que si le réseau est au service d'un contenu. Et quoi de mieux que la vidéo pour démontrer l'efficacité d'un réseau? Et encore plus s'il s'agit d'un contenu aussi prestigieux que le football notamment. Le contenu devient ainsi un argument marketing qui va permettre de recruter des abonnés, mais des abonnés Internet. De plus, face à la guerre des prix sur les offres d'accès, développer des services télé, des services vidéo permet également de revaloriser l'ARPU et de limiter l'érosion des marges. Enfin, détenir du contenu exclusif permet de renforcer le rôle de l'opérateur dans l'esprit du client et le rend indispensable à ses yeux. Il limite ainsi les risques de désintermédiation par les acteurs de l'OTT. Alors cette quête du contenu exclusif passe par deux logiques finalement. Soit l'opérateur opte pour une logique d'intégration du contenu, soit il décide de nouer des accords exclusifs avec des partenaires de contenu. Dans le premier cas, il a une certaine maîtrise des coûts liés au contenu, il sécurise une partie de son approvisionnement en programme, mais le risque financier lié au rachat ou au développement en interne de chaînes de télé ou de sociétés de production a un coût élevé. De plus, il s'agit de savoir-faire différent de celui nécessaire à l'exercice de son métier de base et qu'il ne maîtrise pas nécessairement. Enfin, il peut s'exposer à une intervention des autorités de la concurrence pour l'obliger à proposer tout ou partie de son contenu à ses concurrents, ce qui limite dans ces cas-là l'intérêt de l'exclusivité. Dans le second cas, le risque financier est plus limité, le choix des programmes peut éventuellement être plus large, mais les droits cinéma, séries sont, comme les droits sportifs, remis en jeu régulièrement. Le risque de les perdre est donc loin d'être marginal, d'autant plus que le contexte concurrentiel pousse les tarifs à la hausse à chaque renégociation et que les nouveaux entrants apparaissent régulièrement. De plus, l'exclusivité n'est pas forcément possible sur tous les contenus. Les choix opérés par les opérateurs télécoms et les câbles opérateurs également en matière de contenu ne s'analysent cependant pas ex nihilo. Ils se comprennent aussi, et je dirais même surtout, en fonction du contexte concurrentiel du marché télécom dans lequel ils évoluent, bien sûr, mais aussi en fonction de la place de la télévision payante dans le marché audiovisuel où ils sont actifs. Alors, quand on regarde les marchés télé hautement concurrentiels sur lesquels la télévision payante est fortement développée, la logique d'intégration du contenu fait sens pour des acteurs en position de challenger. Si les investissements à réaliser peuvent apparaître élevés, les perspectives de gains sont également importantes. C'est notamment le cas des marchés américains, marchés britanniques et dans une certaine mesure marchés français. J'en prends pour exemple AT&T, BT ou SFR. Dans les marchés qu'on va qualifier d'intermédiaires, comme l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, où le câble joue historiquement un rôle important, mais essentiellement dans une logique de service antenne, la logique du partenariat semble plus adaptée
ce qui n'empêche pas des prises de position qu'on va qualifier de raisonnées vers l'amont de la chaîne de valeur, à l'image de Proximus en Belgique ou de Deutsche Telekom en Allemagne, qui éditent tous deux des chaînes de sport. Le premier plus dans une logique premium, avec du football national, mais qui, lui, vend ses chaînes à ses abonnés, ne les propose pas gratuitement, contrairement à ce que peut faire BT, par exemple. Le second se positionne sur des sports plus secondaires, comme le basketball et le hockey sur glace, qui présentent un peu moins d'enjeux financiers que le foot allemand. Alors, dans un marché où la pay TV est peu développée, la logique du partenariat semble préférable, à l'image de ce que fait Telecom Italia sur son marché national. En Espagne, Telefónica a pourtant fait le choix inverse en rachetant le principal acteur de la pay TV espagnole. Alors ça peut sembler facile ainsi de gagner rapidement des parts de marché, mais ça suppose pour l'opérateur de réussir à développer le marché de la télévision payante, ce qui est un challenge important sur le marché espagnol. Alors, quelle que soit l'approche, finalement, intégration, partenariat, le rapprochement entre télécom et médias semble de plus en plus inéluctable au vu des mouvements récents et en cours. D'une part parce que les télécoms ont besoin des contenus pour se différencier et faire progresser l'ARPU. D'autre part parce que les contenus ont besoin de trouver des relais de croissance et des débouchés nouveaux à une période où la consommation est en pleine évolution et où les revenus traditionnels sont sous pression. Les opérateurs télécoms ont pour le moment des capacités d'investissement compatibles avec le financement du contenu et détiennent évidemment les réseaux par lesquels l'essentiel de la consommation de contenu est appelé à passer dans les prochaines années. Alors, deux inconnus de taille demeurent cependant. La position des autorités de la concurrence, qui pourront rendre caduque ou inefficace une partie des rapprochements en cours ou à venir, et la position des acteurs majeurs de l'Internet, qui disposent à la fois des moyens financiers importants et d'une audience à l'échelle planétaire avec laquelle aucun opérateur télécom n'est à ce jour en mesure de rivaliser. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole tout de suite à Alain Veil et Philippe Escorde.